comment le président congolais pouvait tendre la main à celui qui soutient les M23. Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale et conférencier, analyse les grands enjeux mondiaux. Il y a deux niveaux d'analyse. Vous avez le niveau rationnel et le niveau émotionnel. On va commencer par le niveau émotionnel. Henri Désiré Nzouzi sur Wangila Connect. Abonnez-vous. Wangila Connect. Connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine en connexion entre Kinshasa et Dallas pour un nouveau sujet d'actualité internationale. L'actualité internationale est abondante. Nous allons prendre l'essentiel. Cette actualité qui a de l'incidence sur la marche du monde, sur les relations entre États et même sur l'avenir des négociations qui sont en marge de résoudre des conflits. Pour en parler, nous serons en connexion avec Kinshasa où nous allons recevoir pour vous Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi est expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, initiateur des apéros de la diversité ainsi que initiateur du networking. C'est avec lui que nous avons le réel plaisir d'échanger en connexion entre Kinshasa et Dallas. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir à tous et merci infiniment de m'accueillir. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes en République démocratique du Congo. Il y a de cela quelques semaines, vous étiez à la 80e Assemblée générale des Nations Unies où vous avez aussi participé. Quel est l'objet de votre présence à Kinshasa? Je suis arrivé à Kinshasa dans le cadre de la 10e édition d'Expo Béton RDC. C'est une initiative qui a été lancée il y a 10 ans par l'honorable Jean Bamanissa. Il s'agit du premier salon dédié à la construction, aux infrastructures, au développement des villes, aux corridors et aux zones économiques spéciales. C'est un rendez-vous important qui permet de pouvoir faire interagir des professionnels du bâtiment, du transport, de l'énergie, de la logistique, mais également de la finance, du numérique, sur l'idée de pouvoir précisément créer les conditions d'un développement durable dans les villes. Le volet environnemental a toute son importance et donc, en ma qualité de modérateur, j'ai procédé à cette ouverture officielle en présence de Madame la Première ministre qui nous a fait l'honneur de représenter personnellement le chef de l'État absent. Nous allons à la régie suivre cet élément sur l'Expo Béton et nous revenons après. Kinshasa a été en effervescence pendant 4 jours. Du 8 au 11 octobre 2025, la République démocratique du Congo a vibré au rythme d'Expo Béton, le grand rendez-vous de la construction et du développement. Pour sa 10e édition, le salon s'est tenu au Centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique centrale, sous un thème ambitieux, 100 milliards de dollars américains pour rebâtir la RDC post-conflit, catalyser une transformation audacieuse pour le XXIe siècle. Ouvert par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, représentant le président Félix Tshisekedi, l'événement a lancé un message fort. Rebâtir le pays n'est plus un rêve, mais un contrat collectif et un devoir de résultat. Autour de Jean Bamanissa Saïdi, promoteur d'Expo Béton, et de Barnabé Mouakadi, directeur général des impôts, les participants ont débattu de fiscalité, d'urbanisme durable, de corridors économiques et d'infrastructures résilientes. Entre défis sécuritaires et ambitions économiques, l'Expo Béton 2025 a symbolisé une République démocratique du Congo en marche vers sa reconstruction. Un pays qui, plus que jamais, veut transformer l'épreuve en élan.
l'urgence en investissement et l'investissement en prospérité partagée. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. La main tendue du président Félix Tshisekedi au président Paul Kagame à Bruxelles lors du sommet Global Gateway Forum. Comment le président congolais pouvait, dans un sommet comme celui initié par l'Union européenne, tendre la main à celui qui soutient les M23 et qui occupe les deux zones de la République démocratique du Congo, à savoir Goma et Bukavu. Quelle est votre lecture en tant qu'expert en diplomatie internationale, Henri Désiré Nzouzi? Il y a deux niveaux d'analyse. Vous avez le niveau rationnel et le niveau émotionnel. On va commencer par le niveau émotionnel. Il est vrai que nous avons depuis maintenant plusieurs mois adopté une attitude de fermeté à l'égard de Kigali, dont on connaît bien évidemment l'affluence et des accointances avec le M23. Il y a eu dans le passé, récemment notamment, des initiatives par notre diplomatie pour obtenir un certain nombre de sanctions auprès des instances internationales, histoire de pouvoir je dirais, isoler le Rwanda ou en tout cas lui ôter tout prétexte pour poursuivre son aventure à l'est de notre pays. Cela peut effectivement inciter certains à considérer que nous avons fait un pas en arrière, alors qu'en réalité, et j'en arrive, au niveau de lecture rationnelle, la RDC a toujours voulu donner une chance à la paix. Et il est vrai que la signature de l'accord de Washington le 27 juin dernier a suscité énormément d'espoir, même si aujourd'hui on peut constater qu'à Doha, eh bien, les pieds traînent, ou en tout cas semblent s'être enlisés dans les méandres, je dirais, du statu quo. Pour autant, la main tendue du président de la République est une manière très astucieuse et habile de placer Paul Kagame devant ses responsabilités, mais surtout de prendre à témoin une communauté internationale qui, il faut bien le dire, a souvent été divisée quant à la perception et au traitement de la question relative notamment à la situation à l'est de la RDC. C'est vrai que énormément d'initiatives ont été prises. Celles-ci avaient le mérite d'être prises devant témoins, de manière à pouvoir précisément montrer que s'il y a un blocage, il ne vient pas du côté congolais. Il y a une autre dimension qu'il faut mettre en avant. Vous savez, les Européens sont très attachés aux principes. Il y a une dimension à la fois morale qui détermine les prises de position des uns et des autres. C'est souvent un reproche que l'on fait, mais on ne peut pas reprocher en même temps aux Occidentaux d'avoir une lecture extrêmement, je dirais, légaliste par rapport au respect de la souveraineté, par rapport à la nécessité de préserver les acquis de la démocratie ou encore de pouvoir créer les conditions d'un développement durable. Le chef de l'État, sur le moment, effectivement, a pu donner l'impression de reculer, alors qu'en réalité, il a fait un pari sur l'avenir en misant sur la bonne volonté d'un partenaire difficile. Et vous aurez remarqué que Malas Boulos, lorsqu'il a été reçu par le chef de l'État, a estimé que le geste du chef de l'État avait le mérite de pouvoir tout simplement envoyer un message très fort, notamment aux concernés, mais que c'était surtout un rappel quant à la nécessité de parvenir le plus rapidement possible à une solution négociée. Henri Désiré Nzouzi, est-ce que ça, ce n'est pas le diplomatiquement correct, que ça soit Malas Boulos ou autre? Est-ce que c'était le lieu approprié pour le faire? Vous êtes dans un sommet qui parle d'autre chose et en profiter, tendre la main. Est-ce que c'était le lieu approprié pour cela? Henri Désiré Nzouzi. Oui, absolument, c'était le lieu, parce que
toutes les tribunes sont bonnes à prendre. Lorsque vous voulez faire passer un message, lorsque vous plaidez une cause, lorsque vous la défendez, bec et ongle, lorsque vous voulez, d'une certaine manière, faire prévaloir les intérêts bien compris de votre pays et de votre population, eh bien, la tribune qui vous est offerte est une opportunité de bien rappeler aux consciences qu'il y a une situation qui malheureusement existe et qu'elle est parfois eh bien sujette à des divergences. C'est une manière de faire pression sur, je dirais, la partie adverse, et c'est surtout une manière de pouvoir donner l'opportunité à cette communauté internationale qui s'est parfois montrée très divisée sur la question de ce qui se passe à l'Est, eh bien, de se déterminer en fonction de nouveaux éléments, mais surtout de prendre la pleine mesure de la mauvaise foi qui peut animer l'un des acteurs, en l'occurrence le Rwanda. Mais comment pouvons-nous décrypter le message de Paul Kagame qui était là sur place, qui n'ont plus confiance au président Félix Tshisekedi? Comment faites-vous la lecture du ministre des Affaires étrangères Olivier et les propos tenus par le président Paul Kagame au même sommet? Mais je suis surpris que vous soyez surpris, parce que à chaque fois qu'il y a eu une initiative positive qui allait dans le sens d'un apaisement, vous avez toujours eu de la part de Kigali une volonté de minimiser l'initiative, ironiser sur l'initiative, de considérer, et tout bien compris, eh bien, cela ne valait pas la peine d'accorder le moindre crédit. C'est une erreur parce que Kigali s'enfonce dans une forme d'arrogance. Et vous savez, l'orgueil précède la chute. Il faut peut-être être extrêmement attentif à ce qui est en train de se passer. Et puis, il y avait une autre motivation de la part de Kigali. Je rappelle qu'il y a de cela quelques jours, la RDC a refusé de s'engager dans le cadre d'intégration économique régionale au motif qu'il n'était pas question d'envisager un tel cadre tant que le volet sécuritaire, tant que le climat sécuritaire n'était pas apaisé. En d'autres termes, tant que les troupes rwandaises stationneraient ou se baladeraient sur nos terres avec la bienveillante complicité du M23. Je crois qu'il faut être extrêmement ferme sur les principes. La RDC est un pays souverain. Il faut faire prévaloir notre point de vue et il faut bien reconnaître que cela est aussi une manière de faire pression sur un adversaire qui ne connaît que le langage de la force. Vous savez, depuis maintenant plusieurs années, on le voit à l'aune des conflits actuels, que le mode d'expression privilégié aujourd'hui dans les relations internationales, c'est la violence. Et un peu de bon sens, un peu de sérénité peut, dans certaines situations, eh bien, ramener les gens à la raison. Henri Désiré Nzouzi, pour une certaine opinion qui penserait que le président Félix Tshisekedi s'est rendu compte que Doha et Washington n'avancent pas comme il le souhaitait, donnant peut-être la part belle au Rwanda et au M23, carrément retourner aux initiatives africaines directement négocier avec le Rwanda. Est-ce que c'est aussi l'une des options? Écoutez, d'abord, je dois vous informer que, en dépit des retards observés dans la mise en œuvre de l'accord de Washington, il y a néanmoins des avancées qui ont été enregistrées. Vous avez notamment le début des opérations de neutralisation des FDLR, ce qui était une demande de la partie adverse, ce qui montre bien que la République démocratique du Congo, fidèle à sa tradition, eh bien, est soucieuse de respecter sa part d'engagement. C'est une première chose. Au niveau de Doha, je l'ai toujours expliqué dans nos différents échanges. Le Rwanda est en situation de rente sécuritaire dans cette partie du territoire et utilise le M23 comme bras séculier. Donc, rien d'étonnant à ce que le M23 traîne les pieds à Doha, même si cela mécaniquement profite bien évidemment au Rwanda. Nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Nous savons aujourd'hui que la mise en œuvre effective de l'accord de Washington dépend d'un certain nombre de paramètres. C'est un processus qui va devoir prendre un certain temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que les signataires ont prévu des mécanismes à la fois de contrôle, de vérification, et qui permettent aussi de trancher des litiges lorsque cela s'avère nécessaire. Mais il est vrai que cela fait longtemps qu'il n'y a plus eu de confrontation militaire directe entre les troupes rwandaises et l'armée nationale, les FARDC. Mais aujourd'hui, c'est vrai,
que les multiples provocations du M23 et sa volonté manifeste de ne pas s'inscrire dans une dynamique de paix fait que cela impacte négativement sur, je dirais, le bon déroulement des discussions à Doha. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons suivre le discours du président Félix Tshisekedi de la main tendue à son homologue rwandais Paul Kagame et nous revenons après. Du 9 au 10 octobre 2025, s'est tenue à Bruxelles la deuxième édition du Global Gateway Forum, centrée sur le partenariat avec l'Union européenne. Dans ce contexte, le président Félix Tshisekedi, invité pour l'occasion, a surpris en tendant la main à Paul Kagame. Et là, permettez-moi de m'arrêter sur cette question parce que mon discours avait prévu un plaidoyer et un appel à des sanctions contre ce pays. Vous avez deviné de qui il s'agit. Mais étant donné que j'ai vu le président du Rwanda, parce que c'est de lui qu'il s'agit, je prends à témoin l'assistance ici présente et le monde entier qui nous suit à travers les réseaux pour lancer un appel à la paix, lui tendre la main et demander à ce qu'on arrête cette escalade. Pour certains observateurs, ce geste traduit une maturité politique, privilégiant la diplomatie à la confrontation. Mais d'autres y voient un aveu de faiblesse, jugeant ce geste inopportun sur un forum économique. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Ce geste audacieux replace la crise congolaise sur la scène internationale. Mais il reste à le traduire en actes concrets. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, initiateur du networking, initiateur des apéros de la diversité. Et il nous fait l'honneur d'être en connexion dans ce programme entre Kinshasa et Dallas. Henri Désiré Nzouzi, nous allons parler du sommet proprement dit, Global Gateway Forum. De quoi s'agit-il? C'est la deuxième édition. Quels sont les partenariats qui sont initiés par l'Union européenne à travers ce forum? Henri Désiré Nzouzi. C'est depuis 2021 qu'il y a eu au niveau de l'Union européenne une prise de conscience sur la nécessité de pouvoir prendre toute sa part dans le processus d'accompagnement et de renforcement de capacités des pays appartenant notamment au Sud global à travers des projets d'investissement, des projets d'infrastructure dans différents domaines qui vont des transports à l'énergie en passant par les mines, etc. À un moment, vous avez des puissances émergentes qui occupent précisément le terrain et qui, je dirais, ne permettent pas toujours à l'Europe de pouvoir prendre sa part dans le développement de ces pays. On sait que l'Europe a toujours été, je dirais, attachée au principe, ce qui d'ailleurs la différencie d'acteurs comme notamment la Chine, la Russie ou l'Inde, et qui donc accordent une importance sur la transparence, sur un certain nombre de valeurs et de principes qui les régissent. Alors, évidemment, le pari, c'était que sur l'horizon 2027, environ 300 milliards d'euros puissent effectivement, je dirais, être distribués ou en tout cas affectés à des projets
de développement, mais il est vrai, et c'est le seul point noir que l'on peut relever au niveau du Global Gateway, c'est que les procédures sont de plus en plus longues. Pour pouvoir être éligible dans certains projets, il y a des procédures extrêmement lourdes, ce qui parfois fait, je dirais, décourager certains acteurs, mais au final, l'Europe entend jouer pleinement sa partition. Et en cela, ce dialogue permanent avec les pays africains, dans une certaine mesure, et ceux du Sud global, permettent tout simplement à l'Europe de prendre date et de pouvoir faire la démonstration de sa volonté de pouvoir, elle aussi, s'engager dans un processus de partenariat durable avec des pays qui ont effectivement des besoins en termes d'infrastructures, en termes d'investissement. Henri Désiré Zouzi, l'Union européenne avec cette initiative du forum, mais il y a des couacs. Par exemple, quand vous avez des contrats qui ont été faits au même moment sur les questions du minerai avec la RDC et le Rwanda, en ayant la même copie, la même lecture, est-ce que quelque part, l'Union européenne pourra jouer franc jeu, par exemple, avec la République démocratique du Congo? Les minéraux appartenant à la RDC ne peuvent pas faire l'objet de ce même minerai avec le Rwanda. Les gouvernants congolais ne voient pas de changement clair et notable sur cette question, par exemple. Oui, alors, il est vrai que il y a eu un mémorandum d'entente signé entre l'Union européenne et la RDC, il y a de cela un peu plus d'une année, presque 2 ans, et il y a eu un mémorandum quasi identique signé quelques mois plus tard avec le Rwanda. Mais vous savez, ce qu'il faut impérativement avoir présent à l'esprit, c'est le fait que les États-Unis et l'Europe réfléchissent non pas en termes, je dirais, d'exploitation minière ou d'accès aux chaînes d'approvisionnement, mais plutôt en termes de chaîne de valeur. Cela signifie, au fond, que entre l'exploitation, l'extraction et la commercialisation, vous avez l'étape de la transformation. Et c'est cette étape-là qui les séduit. Si elle peut se faire à bon compte et à moindre frais, notamment au Rwanda, qui prétend détenir, je dirais, les infrastructures pour cette étape importante, eh bien, rien de surprenant que les Américains et les Européens misent précisément sur cette dimension et qu'ils s'empressent de renforcer les capacités du Rwanda à cet effet, ce qui est profondément injuste lorsque l'on connaît l'origine frauduleuse de ces minerais qui sont transformés sur le territoire rwandais et exportés vers les capitales occidentales. C'est, je dirais, le gros point noir dans toute cette affaire. Et nous sommes un peu mal pris en tant que Congolais parce que vous avez d'un côté cette volonté que nous avons de parvenir le plus rapidement à une paix durable, et de l'autre, vous avez les Occidentaux qui préfèrent ménager le Rwanda pour que l'on puisse parvenir rapidement à cette issue, faisant l'impasse sur à la fois les souffrances, sur le manque à gagner, sur, je dirais, la profonde frustration et la blessure ressentie par les Congolais à cause de l'activisme rwandais sur notre territoire. C'est quelque chose qui relève malheureusement de la réelle politique. Il y a des choses que l'on ne prend pas la peine de prendre en considération, et en prenant cet exemple très précis, on voit très bien que le chemin, évidemment, reste encore très long, et vous comprendrez dès lors pourquoi, eh bien, notre pays n'a pas voulu s'engager à la légère, notamment dans la mise en place de ce fameux cadre d'intégration économique régionale. Nous prenons un second cas, celui des migrants qui quittent l'Afrique pour trouver une vie meilleure en Europe. Certains pays d'Afrique se disent, c'est bien d'initier des choses, mais tant que les initiatives européennes n'auront pas d'impact sur la vie économique de nos populations, les migrants quitteront en nombre pour trouver une vie meilleure en Europe. Henri Désiré Nzouzi. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se chevauchent, et je pense qu'il faut être très attentif à ce chevauchement. Vous avez d'abord un problème démographique qui se pose en Europe avec une population vieillissante et avec des besoins de plus en plus importants en termes de main-d'œuvre. L'hypocrisie européenne consiste en fait
à nier ou à botter en touche lorsqu'il s'agit de parler de ce problème-là, qui est extrêmement important. Quand vous avez le nombre de personnes actives qui diminue et le nombre de personnes inactives qui augmente, eh bien, je dirais que la redistribution, l'équilibre au niveau social a du mal à se faire, et vous avez effectivement des situations de déficit, notamment en termes de financement de la sécurité sociale. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que certains pays ont fait le pari, on pense à l'Italie notamment et à d'autres, de pouvoir, sous certaines conditions, accueillir des migrants qui vont venir effectivement inverser cette tendance. La deuxième chose, c'est que nous devons aussi cesser de réfléchir en termes d'accompagnement de l'Europe, en termes d'investissement de l'Europe. Nous devons développer en Afrique nos propres capacités d'intervention, d'investissement et d'action. C'est la clé pour obtenir au moins une forme d'indépendance et de souveraineté économique. Nous ne nions pas effectivement les problèmes structurels qui se posent avec acuité sur le continent, mais nous devons cesser de réfléchir à l'aune de l'apport occidental. C'est pour cette raison d'ailleurs que les pays africains ont intérêt, et il serait grand temps de le faire, de mutualiser leurs efforts. Une chose est de prendre une position forte sur un sujet donné, mais une autre est de s'engager résolument dans l'action et dans une dynamique collective qui puisse profiter au plus grand nombre. Nous suivons le discours d'introduction de la présidente de la Commission de l'Union européenne, dont le sommet Global Gateway Forum a eu lieu du 9 au 10 octobre 2025 à Bruxelles. Nous suivons cet élément et nous revenons après. So the way forward is through partnerships. Partnerships based on common interests. Du 9 au 10 octobre 2025, la deuxième édition du Global Gateway Forum s'est tenue à Bruxelles, réunissant des dirigeants mondiaux pour renforcer la connectivité durable. Sous la présidence de Ursula von der Leyen, la Commission européenne a annoncé un objectif ambitieux de 400 milliards d'euros d'investissement d'ici 2027, ciblant énergie, infrastructures numériques, transport et éducation, avec un accent sur l'Afrique. Un partenariat renforcé avec la Banque mondiale prévoit le financement de 18 projets d'infrastructures à fort impact, notamment en Afrique, pour stimuler la croissance et l'emploi. Plusieurs chefs d'État africains étaient présents, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice de l'Union africaine, qui a annoncé 12 milliards d'euros pour des infrastructures durables et la connectivité numérique. Ces initiatives traduisent l'engagement de l'Union européenne à soutenir le développement durable africain via des partenariats stratégiques et des investissements concrets. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des acteurs de la diversité, du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons continuer, nous restons dans l'espace Schengen, dans l'Union européenne, où nous allons parler de la saga Sébastien Lecornu. Le Premier ministre français, qui n'avait pas encore nommé un gouvernement, a démissionné. Après 5 jours, le président Emmanuel Macron a décidé de le renommer comme Premier ministre. Henri-Désiré Nzouzi, qu'est-ce qui se passe en France actuellement? Revenons d'abord en 2024, lorsque Emmanuel Macron, sans consulter, comme le veut notamment la tradition et la Constitution, le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale, il décide de dissoudre. Il n'était pas du tout obligé de le faire, certes. Il disposait d'une majorité relative, mais à l'issue du scrutin, il s'est retrouvé
minoritaire. Et donc, cette situation a provoqué la fragmentation de l'Assemblée nationale et, je dirais, du paysage politique français qui s'est morcelé en 3 blocs monolithiques, quasi homogènes et de taille sensiblement égale. D'un côté, le nouveau Front populaire, de l'autre, le bloc central, avec bien évidemment le parti majoritaire et ses alliés, et puis le Rassemblement national. Cette situation a eu pour effet de provoquer une forme d'immobilisme, puisque depuis juin 2024, vous avez 3 premiers ministres qui ont été nommés en France, chacun ayant échoué dans la confection du budget, avec une, je dirais, majorité relative qui n'atteint même pas, en réalité, la majorité absolue. Les premiers ministres sont obligés d'aller trouver des alliés de circonstance pour faire passer certains textes, et vous comprendrez dès lors que la machine politicienne de certains partis ne peut que se mettre en marche pour empêcher précisément au parti majoritaire, encore une fois, qui ne l'est pas en termes de députés, de pouvoir parvenir à la confection de ce budget. Mais vous savez, au-delà de ce problème, il y a un autre problème qui se pose. C'est que le président Emmanuel Macron a décidé de ne pas faire, je dirais, usage d'une tradition bien ancrée dans la tradition politique française. C'est-à-dire que on nomme toujours le représentant du parti arrivé en tête à l'issue d'une élection. Cet exercice démocratique a été d'une certaine manière occulté par le président Emmanuel Macron et aujourd'hui, on en mesure les conséquences avec un paysage politique morcelé, je l'ai dit, avec une action gouvernementale qui est paralysée et avec des Français qui subissent de plein fouet cette situation puisque, faute de budget, vous avez un certain nombre de situations d'urgence qui surviennent et pour lesquelles le gouvernement est obligé de négocier, je dirais, au cas par cas pour alléger un tant soit peu la souffrance des Français. Alors, que peut-on attendre du gouvernement Sébastien Lecornu, deuxième version? Je crains que pas grand-chose, lorsque vous avez déjà un Rassemblement national qui annonce qu'il va voter ou en tout cas déposer une motion de censure, l'extrême gauche n'étant pas en reste, compte bien évidemment s'engager, et donc vous avez à 18 mois de l'élection présidentielle, sachant bien évidemment que Emmanuel Macron n'est pas candidat puisqu'il a déjà effectué 2 mandats consécutifs, et bien tous les acteurs politiques actuels ont les yeux rivés vers cette échéance de 2027, ce qui explique d'ailleurs les appels soit à la constitution, très peu de chances d'aboutir puisqu'il faut réunir une majorité des 2 chambres réunies en congrès, soit une dissolution. Emmanuel Macron en a le droit, comme le permet l'article 12 de la Constitution. Il fallait 1 an avant d'envisager cette hypothèse. Il peut le faire. Et puis, vous avez bien évidemment la démission suivie d'élections présidentielles anticipées dans l'espoir, évidemment, que les compteurs soient remis à zéro. On voit aujourd'hui que dans les projections des instituts de sondage français, l'élection législative risque d'amplifier le nombre de députés du Rassemblement national et bien, tout simplement créer des conditions d'une cohabitation que Emmanuel Macron, visiblement, a refusé, ce qui aurait été, je dirais, dans l'ordre des choses, lorsque l'on sait que dans l'histoire récente de la France, nous avons eu 3 cohabitations. La première en 86-88 entre Jacques Chirac et François Mitterrand. La deuxième cohabitation, c'est celle qui avait permis à Édouard Balladur d'être le Premier ministre de François Mitterrand. Et puis la troisième cohabitation, c'est lorsque Jacques Chirac a, de manière totalement hasardeuse, en 97, dissous l'Assemblée nationale et a vu Emmanuel Jospin, eh bien, tout simplement, Lionel Jospin, excusez-moi, arriver à Matignon. Donc, cette perspective de cohabitation qui a été refusée par Macron aurait pu aussi permettre de clarifier des choses et de placer devant ses responsabilités un Rassemblement national qui n'a pas encore fait l'expérience du pouvoir. Je parle au niveau national, évidemment. Ils ont déjà eu l'opportunité de gérer certaines villes
en France, mais ils n'ont jamais été confrontés à la réalité du terrain. Au niveau national, ça aurait été une opportunité pour les Français de juger sur pièce de la capacité de ce parti à pouvoir assumer pleinement ses responsabilités. Et alors, les implications sur le social des Français? Alors, le budget doit être bouclé pour pouvoir précisément, je dirais, faire en sorte que l'État soit en capacité de, je dirais, mener ses missions régaliennes. Le budget qui va être normalement adopté dans la douleur, c'est un budget qui a été confectionné en partie par François Bayrou, mais il y a un certain nombre de points qui font l'objet de blocages et qui risquent eh bien, tout simplement d'être renvoyés aux calendes grecques. Et c'est ça qui est problématique. N'oubliez pas que nous sommes dans un contexte européen, que les critères de Maastricht qui ont été élaborés en 1992 obligent les États membres de ne pas dépasser un certain seuil, je dirais, d'endettement, d'avoir, je dirais, des finances saines qui ne puissent pas gréver les efforts communautaires pour précisément permettre aux autres pays de créer les conditions de leur développement. Donc, il y a des questions de ce type qui risquent de se poser, mais n'oubliez pas que la France est un pays très clivé, très clivant, avec un climat social souvent très compliqué, et je pense que les 18 prochains mois risquent d'être problématiques pour les Français. Il faudra donc voir comment les choses vont s'articuler d'ici là. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Kinshasa et Dallas. Nous allons, à la régie, suivre un élément sur la démission de Sébastien Lecornu, ainsi que sa nouvelle nomination par le président Emmanuel Macron, et nous revenons. Sous un ciel politique tourmenté, Sébastien Lecornu, démissionnaire après 14 heures d'un premier gouvernement éphémère, a été reconduit par Emmanuel Macron le 10 octobre 2025, avec mission de restaurer la stabilité. 5 jours plus tard, un nouveau cabinet est dévoilé. Laurent Nunez à l'intérieur, Catherine Vautrin aux armées, Roland Lescure à l'économie, Monique Barbu à l'écologie, Rachida Dati à la culture, Stéphanie Rist à la santé et Jean-Noël Barrot aux affaires étrangères. Entouré d'une équipe élargie, Lecornu 2 doit désormais apaiser les tensions, éviter les motions de censure et redonner confiance à un pays fragilisé par les divisions, les réformes et l'incertitude. L'avenir dira si ce gouvernement saura répondre aux attentes des Français. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi, qui est producteur associé du JT Diplomatique, initiateur des apéros de la diversité, initiateur du networking. Il est expert en diplomatie internationale. Il nous fait l'honneur d'être notre participant dans ce programme du JT Diplomatique. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons parler du shutdown. Est-ce que le président Donald Trump utiliserait le shutdown comme un levier de pression pour atteindre ses objectifs? Henri-Désiré Nzouzi. Évidemment, mais absolument. Bien sûr, cet épisode est, je dirais, une preuve supplémentaire que ce soit au niveau interne qu'international, Donald Trump ne recule absolument devant rien pour parvenir à ses fins. L'histoire retiendra évidemment qu'il aura utilisé le shutdown contre sa propre population, menaçant des millions de fonctionnaires américains et mettant en péril certains secteurs d'activité. On pense notamment à l'aviation, parce que je rappelle quand même que les aiguilleurs du ciel sont des fonctionnaires fédéraux et que le fait qu'ils ne soient pas payés ou amenés à être en congé technique, eh bien, cela menace sérieusement la sécurité aérienne. Est-ce qu'il faudra qu'il y ait un drame
dans le ciel des États-Unis pour que l'on se rende compte, en fait, que ce combat stérile qui oppose le président Trump aux démocrates risque de coûter en vies humaines. Donc, il faut à un moment donné, je pense, se ressaisir. Et vous savez, ce qui se passe aux États-Unis fait aussi penser à ce qui se passe en France, parce que en réalité, l'inflexibilité, la radicalisation de certaines positions montrent que, à un moment donné, il faut privilégier l'intérêt général au détriment des intérêts particuliers. Lorsque vous avez les yeux rivés vers une élection présidentielle et que vous faites l'impasse sur l'intérêt bien compris de vos concitoyens, on a un problème. De la même manière que vous ne pouvez pas utiliser, comme le fait l'administration Trump, le shutdown, comme un moyen de pression pour parvenir à ses fins. Donc, je pense que là, nous sommes dans une toute autre époque. Et donc, très peu sont, je dirais, outillés pour y faire face, parce que vous avez effectivement un parti républicain qui est totalement tétanisé par les enjeux, terrorisé par, je dirais, la brutalité légendaire de Trump, et donc on préfère ne pas prendre le risque au moment d'ailleurs où s'annoncent les élections de midterms. Je rappelle que ces élections arrivent à grands pas et que, sauf imprévu, comme le veut une tradition non écrite, les républicains pourraient perdre des plumes. Est-ce que même pour le parti républicain, ça donne une très bonne image? Est-ce que ça joue en faveur du parti républicain? C'est vrai que Donald Trump est le président de la République, mais qu'en pensent les élites du parti républicain sur cette situation qui est inédite? Ils sont profondément divisés, mais n'affichent pas ces divisions, parce qu'ils sont alignés comme un seul homme derrière leur champion, Donald Trump. Et ce dernier, d'ailleurs, dispose de moyens de pression conséquents pour amadouer ou intimider les sénateurs et les congressmen du Parti républicain. Tous ces élus ne pensent qu'à leur réélection. Et donc, toute tentative ou toute initiative qui pourrait contrarier les ambitions de Donald Trump, eh bien, sonnerait comme, je dirais, une condamnation à mort politique. Et donc, ce manque de courage fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans cette situation. On aurait pu penser effectivement qu'il y aurait un axe qui réunirait les personnalités les plus, je dirais, raisonnables au niveau du Parti républicain, avec bien évidemment l'opposition démocrate, mais en privilégiant l'affrontement, eh bien Donald Trump est en train de détricoter le contrat social américain, et cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices. Et la grande question, où peut aller le président Donald Trump sur cette lancée? Il est aussi loin qu'il pourrait aller. Vous savez, mettre sur le carreau des milliers ou des millions de fonctionnaires n'est pas pour lui un problème. Vous savez, quand on a mis en place le département de l'efficacité gouvernementale qui avait été géré maladroitement, comme on l'a pu le constater par Elon Musk, on a vu les dégâts que cela a causés. Et donc, il faut bien comprendre que nous sommes véritablement entrés dans une nouvelle époque, une époque où on prive certaines universités de subventions parce qu'elles ne pensent pas comme vous, une époque où on chasse les migrants pour des raisons fallacieuses, une époque où on menace à l'international, une époque où on augmente les droits de douane pour intimider les gens, une époque où véritablement la violence s'exprime sans complexe et devient la règle. Et ça, c'est quelque chose contre laquelle nous devons impérativement lutter. Je ne parle pas seulement des Africains, mais les Américains, dans un sursaut, dans une volonté de pouvoir ramener un peu de sérénité et de bon sens, devraient justement envisager de prendre véritablement les mesures nécessaires pour que cela n'aille pas trop loin. Parce que malheureusement, nous ne sommes peut-être qu'au début de quelque chose de beaucoup plus préoccupant et pour lesquels, évidemment, nous devrons rester attentifs. Nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. Nous allons suivre les propos du président américain Donald Trump et nous revenons après. Depuis le 1er octobre 2025, les États-Unis connaissent un shutdown,
une fermeture partielle du gouvernement due à l'absence d'accord budgétaire entre républicains et démocrates. En jeu, le financement de programmes fédéraux, dont l'Obamacare. Face à cette impasse, le président Donald Trump utilise ce blocage comme levier politique, espérant obtenir un budget conforme à sa vision de rigueur et de souveraineté économique. Pendant ce temps, près de 900 000 fonctionnaires ne sont touchés, les services publics ralentis et l'économie fragilisée. L'administration affirme vouloir protéger l'armée et garantir la stabilité du pays. Entre bras de fer institutionnels et recherche de compromis, ce shutdown illustre les tensions d'une démocratie en quête d'équilibre. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking et producteur associé du JT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous allons rester aux États-Unis d'Amérique et aller plus précisément à New York, au siège des Nations Unies, où s'est tenue la 80e Assemblée générale des Nations Unies, qui devait porter des aspirations, qui devait porter un changement. La grande question, quel est le bilan de ce sommet? Parce que vous y étiez dans cette période à New York. Henri Désiré Nzouzi. Le verdict est sans appel. C'est un échec à tous les niveaux. Les positions sont restées figées et dans certaines situations même, elles se sont radicalisé. Tout le monde a encore en mémoire le discours de Trump, où il a ironisé sur le fait que les pays européens accueillaient trop de migrants. Il a remis en cause un certain nombre de principes qui véritablement, jusqu'ici, fait la force et la particularité des Nations Unies, c'est-à-dire une forme de multilatéralisme de bon sens qui permet de trouver des compromis, des consensus sur un certain nombre de sujets importants. La dimension réforme aussi a été occultée. On aurait pu penser que on aurait dépoussiéré le Conseil de sécurité avec notamment l'arrivée de nouveaux membres issus du Sud global, histoire de, je dirais, coller à la réalité. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ne correspond plus du tout aux instances des Nations Unies. Donc là aussi, c'est quelque chose qui est passé complètement à côté. Le défi du réchauffement climatique, les objectifs de développement durable ont été passés en pertes et profits. Il y a eu un affrontement bloc contre bloc où vous avez d'un côté un Occident en plein doute qui reste profondément arrimé aux États-Unis pour des raisons sécuritaires. On pense évidemment aux Occidentaux à travers l'OTAN. Vous avez une Afrique totalement inexistante et qui est tiraillée entre des blocs antagonistes. Et puis vous avez les BRICS qui aujourd'hui représentent 40% du PIB mondial, qui monte en puissance avec l'arrivée de nouveaux acteurs et qui visiblement peinent à pouvoir ramener la Russie à la raison à cause notamment de son aventurisme en Ukraine. Donc il y a des choses qui aujourd'hui montrent que décidément, c'est un rendez-vous manqué, cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, ce qu'il faut plutôt espérer maintenant, c'est de mettre à profit les prochains mois et peut-être les prochaines années pour essayer de rattraper un échec qui risque d'avoir des conséquences importantes. Lorsque vous avez un pays comme les États-Unis, le plus gros contributeur du système onusien, qui menace de se retirer de l'OMS, qu'il avait fait à un certain moment avec l'UNESCO, qui réduit sa contribution dans des, je dirais, domaines essentiels, on est en droit de se poser des questions. Mais c'est aussi un appel à la responsabilité, surtout pour les Africains qui ont trop souvent été habitués à voir notamment leur quote-part prise en charge par les pays occidentaux et notamment leurs anciennes puissances tutélaires, c'est de pouvoir se réveiller et de pouvoir effectivement créer les conditions d'un autofinancement,
d'une plus grande prise en compte de la réalité, en mutualisant les efforts et en faisant en sorte que l'Afrique puisse être en capacité de peser dans ces cénacles où, traditionnellement, son avenir est discuté en son absence. Et les choses doivent changer. Cette 80e édition aurait pu créer les conditions de ce changement. Il n'en a absolument rien été. Et quel bilan de la participation des pays africains? Chacun est resté dans sa posture habituelle. Vous savez, l'Assemblée générale est une tribune qui vous permet de pouvoir réexpliquer ce qui ne va pas, ce qui pose problème. Vous pouvez interpeller, exhorter, sensibiliser, mais on reste évidemment dans la langue de bois ou dans la diplomatie, je dirais, de façade. Les vraies avancées ne sont pas obtenues au sein de l'Assemblée générale. Elles se font au niveau bilatéral, dans le confort feutré de certains hôtels, où vous pouvez faire avancer certaines causes que vous ne serez pas en mesure de faire avancer dans un cadre beaucoup, beaucoup plus large. Et donc, chacun évolue comme il le souhaite. Il n'y a pas de position commune. On évolue un peu en ordre dispersé et on attend de voir comment vont se déterminer les uns et les autres. Et ça, c'est quelque chose qui est malheureusement récurrent et qui n'est pas prêt de changer. Nous allons suivre un résumé sur la 80e Assemblée générale des Nations unies. Quel bilan? Et nous revenons après. Ou un monde où les nations s'unissent, un monde où règne le droit du plus fort ou un monde de droits universels, excellence. Le monde est de plus en plus multipolaire. Cela peut être une évolution salutaire, le reflet d'un paysage mondial plus divers et plus dynamique. La 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est tenue à New York du 9 au 8 septembre 2025, avec le débat général du 23 au 29 septembre, sous le thème « Better Together, 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights ». La présidence a été assurée par Annalena Baerbock, ancienne ministre allemande des Affaires étrangères. Les discussions ont porté sur le multilatéralisme en crise, l'urgence climatique, la sécurité, le développement durable et les avancées technologiques. Au débat général, Antonio Guterres a appelé à redynamiser la coopération mondiale, dénonçant des piliers de la paix fragilisés. Donald Trump a vanté la puissance des États-Unis et critiqué les institutions globalistes, tandis que Cyril Ramaphosa a plaidé pour la justice, l'accès aux vaccins et un rôle accru de l'Afrique. Parmi d'autres interventions marquantes, Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien ont eu une vision diamétralement opposée sur la reconnaissance de l'État palestinien. Et le ministre togolais Robert Dussey, pour sa part, a réclamé réparations historiques et correction de la représentation géographique de l'Afrique sur les cartes, dénonçant l'héritage colonial. Un moment fort de débat, mais le défi du passage à l'action demeure entier. De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri-Désiré Nzouzi, qui est expert en diplomatie internationale. Nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges. Henri-Désiré Nzouzi, nous allons atterrir. Vous l'avez tenu, le Networking Signature Manhattan Edition. Pouvez-vous nous parler de cette édition spéciale de New York que vous avez eu à réaliser à Manhattan, à New York? Avant de vous répondre, je veux d'abord rappeler dans quel contexte le networking a été créé il y a de cela 5 ans. Lorsque le JT diplomatique a été lancé avec l'objectif de connecter les acteurs de la vie internationale aux différents écosystèmes congolais, j'ai imaginé un cadre d'échange et de discussion convivial au sein duquel ces différents écosystèmes pouvaient interagir. Et c'est pour cette raison qu'à chacune
de ces éditions, vous avez un nombre conséquent d'ambassadeurs, de plénipotentiaires, de politiques, d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires, la société civile, les diasporas, qui, au fond, au cours d'un moment de convivialité, peuvent échanger sur des sujets qui, parfois, ne trouvent pas le temps d'être abordés. Et donc, depuis le lancement du networking, nous avons eu l'opportunité de déployer ce concept à l'international, d'abord à Doha, au Qatar, mais aussi en Égypte. Et donc, j'ai profité de la tenue de cette 80e Assemblée générale des Nations Unies pour organiser en side event ce moment important pour d'abord installer le networking aux États-Unis et puis surtout pour, je dirais, créer un nouvel espace. C'est vrai, il y a des gens qui m'ont dit, à New York notamment, que par rapport notamment aux diplomates africains qui avaient du mal à se connecter à certains réseaux américains, c'était un instrument qui pouvait leur permettre de le faire. Alors, après cette expérience concluante à New York, la prochaine date, c'est le 7 novembre à Londres. Ce sera la première édition en terre britannique, ce qui nous permet de poursuivre notre déploiement à l'international. L'objectif, évidemment, étant de constituer un réseau important qui partirait de Londres à Kinshasa en passant par Bruxelles, Paris, Doha, Dubaï, qui est également prévu. Et donc, c'est un travail de longue haleine, passionnant, fascinant, et qui nous permet effectivement de créer les conditions d'un large éventail de connexions à l'international. Henri Désiré Nzouzi, nous allons terminer par là. Est-ce qu'il y a une annonce sur les apéros de la diversité? Oui, effectivement, le 6 novembre 2025, dans quelques jours, nous allons célébrer les 25 ans d'Africalia. Africalia est une ASBL belge qui promeut les échanges culturels entre la Belgique et les pays du Sud, et ce, à l'aune de l'entrepreneuriat et du développement durable, avec notamment le financement de projets dans le domaine des industries culturelles et créatives. Et donc, les apéros de la diversité que j'ai fondés il y a de cela maintenant 6 ans ont été approchés par la direction d'Africalia pour organiser un networking à l'occasion de cet événement. Et donc, le rendez-vous est pris pour le 6 novembre 2025 dans le cadre de l'hôtel Juliana. Et cet événement, je le rappelle, aura lieu à la veille de l'événement qui aura lieu le lendemain à Londres et pour lequel je me rendrai bien évidemment, et qui sera la première expérience du networking au Royaume-Uni. Henri Désiré Nzouzi, c'est déjà la fin de nos échanges. Un dernier petit mot pour mettre un terme, parce que nous devons vous libérer. Nous savons que vous avez un très grand agenda à Kinshasa. Qu'est-ce que nous pouvons retenir en quelques mots, Henri Désiré Nzouzi? J'aurais remarqué que depuis le début de cette année 2025, nous assistons presque médusés à une incroyable accélération de l'histoire. Ce qui se passe en France politiquement est totalement inédit. Ce qui se passe aux États-Unis est totalement inédit. Les relations internationales aujourd'hui sont frappées du sceau de la violence. On a l'impression que le bon sens a laissé, ou en tout cas a cédé le pas à des comportements erratiques et menaçants. Et dans ce contexte, nous devons rester impérativement attentifs, activement saisis des nombreuses questions qui se posent à nous et qui parfois nous obligent de prendre la pleine mesure des enjeux et défis qui nous sont imposés. Henri Désiré Nzouzi, un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, à très bientôt, j'espère. De partout où vous avez suivi, nous avons reçu pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, initiateur des apéros de la diversité, du networking et producteur associé du JT diplomatique. De partout où vous avez suivi, merci de rester connecté à notre programme. Suivez-nous dans toutes nos plateformes et vous pouvez nous suivre aussi au Maroc, en Égypte et dans d'autres pays, la Tanzanie aussi, vous pouvez nous suivre. Restez branchés à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.